On va continuer la partie des one-to-one avec un outil qui va être vraiment important, qui est le feedback. Tu as peut-être entendu parler du feedback sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais souvent le terme est mal utilisé. Alors je voudrais être très clair sur ce que c'est. Le feedback, c'est l'action d'aller voir quelqu'un, de prendre le temps d'aller voir quelqu'un pour lui signifier son impact sur soi et éventuellement sur le reste de l'environnement. L'idée derrière, c'est de pouvoir faire grandir la personne par cette prise de conscience pour qu'elle puisse ajuster son comportement ou le continuer. Et pour celui qui donne le feedback, l'idée c'est d'influencer pour que ça aille dans le sens qui nous arrange. Tu l'auras compris, on n'est absolument pas dans du recadrage et c'est souvent mélangé cette notion de feedback avec recadrage. C'est complètement différent. Il existe deux types de feedback, le feedback d'amélioration et le feedback de renforcement. Le feedback d'amélioration, c'est pour venir modifier un comportement qui a été observé. Le feedback de renforcement, c'est pour voir un comportement observé continuer. Et ces deux feedbacks, il va falloir bien les doser, parce que si tu mets trop de l'un ou trop de l'autre, ça va créer des problèmes. Les chiffres que je vais te donner, ils sont généraux. L'idée, ça va être de t'adapter après à la personne en face de toi, mais ça va te donner des points de repère. L'idée, c'est de partir sur un rapport de 1 feedback d'amélioration pour entre 5 et 9 feedback de renforcement. Ça, c'est la zone optimale. Si tu donnes trop de feedback d'amélioration par rapport au feedback de renforcement et que tu es dans un taux qui est inférieur à 1 pour 4, là, tu risques d'avoir des personnes qui vont être démotivées parce qu'ils vont se retrouver avec quelqu'un qui finalement n'est jamais content de ce qu'il propose. Ou pire, ça peut même aller jusqu'à du conflit et qu'une personne ne veuille plus recevoir de feedback. Et à l'inverse, si tu es trop dans le feedback de renforcement par rapport au feedback d'amélioration, la personne risque de perdre en motivation parce que ce sera plus intéressant, il n'y aura plus de challenge. Et il peut également y avoir le problème des personnes qui vont attendre ce feedback d'amélioration et s'ils ne l'ont pas, elles vont être déçues. Un peu comme un junkie qui attend sa dose. La première des choses lorsqu'on veut faire un feedback, c'est d'aller chercher l'accord de la personne pour le recevoir. Il s'agit tout simplement de l'application du consentement. Alors, le consentement, il va reposer sur 4 piliers. Le premier pilier, celui de la réversibilité. C'est-à-dire que si une personne te donne son accord à un instant T, il faut qu'à T plus 1, elle puisse te dire « non, je ne suis plus d'accord » et que ce soit OK. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut que le consentement il soit éclairé. C'est-à-dire que la personne, pour pouvoir te donner un accord réel, il faut qu'elle ait tous les éléments en sa possession pour prendre une décision. Et s'il lui manquait des éléments, finalement, son accord, il ne vaut rien du tout. Le troisième pilier, c'est qu'il doit être spécifique. C'est-à-dire que là, le consentement que la personne va te donner, c'est lié à une action donnée à un moment donné. Ce n'est pas une généralité. Et donc, c'est pour ça qu'il va être important d'aller le chercher systématiquement. Et ensuite, ce consentement, il doit être libre. Si la personne, elle est menacée, elle est mise sous pression pour obtenir un oui, c'est pas un consentement que tu as, c'est une personne qui a cédé face à la pression. C'est pas du tout la même chose. Comment concrètement tu vas aller chercher le consentement des membres de ton équipe? Eh bien, de deux façons. La première, ça va être de préparer le terrain. C'est-à-dire que tu vas pas mettre en place le feedback dans ton équipe comme ça du jour au lendemain. Ça va s'annoncer. Et l'idée, c'est que tu puisses expliquer la démarche aux personnes que tu accompagnes, d'expliquer ce qui te motive dans cette démarche, c'est le pourquoi tu vas faire finalement du feedback, et enfin de clarifier comment tu vas procéder pour que ce soit très clair pour tout le monde. Là, tu comprends, on va chercher la partie éclairée. Ensuite, systématiquement, avant chaque feedback que tu vas réaliser, c'est aller t'assurer que la personne elle est bien OK pour le recevoir. Et si la personne, elle n'est pas OK, eh ben, c'est pas grave. Si la personne te dit non, ce n'est pas le bon moment, ben dans ce cas-là, tu poses. Et si la personne t'oppose un non définitif, eh ben, essaye de savoir le pourquoi, parce que ça peut être intéressant pour l'échange avec le lien avec la personne. L'idée, c'est de comprendre et surtout pas de faire changer la personne d'avis. Parce que, quoi qu'il en soit, il sera important de respecter le choix de la personne. Et si elle te dit un non, bah c'est que c'est non. Et je te dirais, tant pis pour elle. Je te rappelle qu'on est dans une démarche d'aider l'autre à grandir, mais si on ne veut pas tomber dans une position de sauveur ou de bourreau, il va être important de respecter ce choix. Pour ça, je te renvoie à la vidéo sur le triangle dramatique. Lorsque tu vas faire ton feedback, il va être important aussi de choisir sur quel sujet le faire. Pour ça, je vais t'inviter à réfléchir et te replonger un petit peu dans ton enfance au moment où tu étais à l'école. Souvent, lorsqu'on avait une mauvaise note dans une matière, imaginons on n'était pas bon en français ou pas bon en mathématiques,
Notre entourage avait une tendance à nous pousser assez fortement sur mais mets toute ton énergie sur cette matière dans laquelle tu n'es pas bon pour pouvoir devenir bon. Et ça, c'est une fausse bonne idée qui repose sur la croyance qu'on est tous des clones interchangeables et qu'on devrait être bon dans tous les domaines. Or, en vrai, c'est impossible et il vaut mieux aller chercher une autre voie qui est celle d'être qui on est avec notre unicité et nos points forts et nos points faibles. Imagine un joueur ou une joueuse de tennis. Imagine que cette personne a un coup droit qui lui permet de marquer des points, mais que sur le revers, c'est plutôt une quiche et qu'elle laisse passer toutes les balles qui arrivent. Si on est dans la croyance habituelle, on va faire travailler à la personne son revers comme pas possible, et au final, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va continuer à marquer des points avec son coup droit, et avec son revers, elle en marquera quelques-uns péniblement. L'alternative que moi je te propose, qui est beaucoup plus efficiente, c'est celle de faire travailler la personne sur son revers uniquement pour être en capacité de renvoyer la balle et de continuer à jouer. L'idée, c'est d'aller chercher un niveau minimum acceptable et ensuite de passer le reste de son temps sur son coup droit parce qu'elle a déjà des aptitudes naturelles à cet endroit-là et qu'elle va pouvoir marquer énormément plus de points parce qu'elle l'aura développé. L'idée étant, sur nos points forts, de passer plus de temps pour être encore meilleur et créer une différence avec les autres. Et dans le choix de tes sujets pour faire du feedback, essaye de garder ça en tête. Le feedback, t'en as peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux ou dans des formations, et pourtant, dans les faits, très peu de managers le mettent en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances qui traînent, qui empêchent les managers de passer à l'action. Je vais t'en donner quelques-unes pour que tu puisses comprendre de quoi on parle. Oh, j'ai eu une mauvaise expérience dans le passé. Eh oui, ça arrive. Mais c'est pas parce qu'on rate des œufs au plat une fois qu'on n'en fera plus jamais. Bah oui, des fois, quand on fait des œufs en plat, il y a le jaune qui coule, et c'est pas comme on le souhaiterait. Mais pour autant, ce serait dommage de se priver d'œufs au plat pour le reste de sa vie. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est pas parce que lorsque tu as fait un feedback une fois, ça s'est mal passé, qu'il faut priver tous les autres de ce que tu pourrais leur apporter. Ce serait quand même dommage. J'ai pas le temps. Alors concrètement, en étant large, préparer un feedback, c'est 5 minutes, donner un feedback, c'est 5 minutes. Donc voilà. J'ai peur de blesser l'autre ou de casser la relation. Alors oui, effectivement, c'est une possibilité si c'est mal fait. Mais je te rassure, si tu ne fais rien, tu risques aussi de blesser la personne et d'abîmer la relation. Il ou elle le sait déjà. Ah bon? T'en es sûr? Et quand bien même, remettre une pièce sur le sujet permet de montrer que c'est vraiment un sujet important sur lequel tu souhaites voir évoluer la personne ou la voir continuer à faire des efforts. J'ai peur que ce soit mal interprété. Et oui, en effet, c'est une possibilité. Mais je te rassure, si tu dis rien, il y aura aussi une interprétation et on va avoir ça juste en dessous. Et donc les managers qui ont ce type de croyance, ils vont pas faire de feedback. Et c'est quand même dommage, parce que quoi que l'on fasse, on donne un feedback à l'autre. Imagine un manager qui ne fait jamais de feedback. Qu'est-ce qui va se passer pour les membres de son équipe? Ils vont repartir, eux, avec plein d'interrogations. Du style, en fait, c'est bien ce que j'ai fait, c'est pas bien? Ah, je pense que j'ai assuré, c'est super, alors que la personne, elle a fait un travail juste horrible. Je suis sûr qu'il a pas aimé, alors que ça fait la personne, elle a fait un travail génial. Ah ouais, en fait, il en a rien à secouer, et la personne, elle va se sentir déconsidérée. Et oui, parce que le silence en tant que tel est un feedback, et il sera interprété par les personnes, parfois de façon juste, et souvent de façon incorrecte. Pour augmenter les chances de succès du feedback, il va être important de mettre en place 2 grands éléments. Premier élément, c'est la protection. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire du feedback, il va être important d'être extrêmement respectueux de la personne et d'être dans une relation de parité. Le but, ça va être d'être constructif et ensuite, ça va être d'être honnête vis-à-vis de la personne, ne jamais mentir. Et cette protection, elle va nécessiter le deuxième élément qui est l'authenticité. L'authenticité, ça va demander du courage, de la sincérité et de l'empathie, être en capacité de se mettre dans les baskets de la personne en face de toi pour comprendre ce qu'elle peut vivre par rapport à la situation. Et ces 2 éléments, protection, authenticité, vont donner de la puissance. Et il y a un 4e élément encore qui est fondamental, c'est la confiance. S'il y a une relation de confiance entre toi et la personne, ce sera d'autant plus simple et d'autant plus fort.
Savais-tu que la confiance peut se poser sous forme d'équation mathématique? Si, je t'assure, et je t'invite même à mettre la vidéo sur pause, le temps de trouver les éléments qui pourraient composer la confiance. Alors voici les premiers éléments qui vont être dedans. Il va y avoir la crédibilité, la fiabilité et l'intimité. La crédibilité, ça va être le niveau de compétence de la personne sur le sujet. Et donc plus la personne va être compétente sur un sujet donné, plus tu auras confiance en elle sur ce sujet donné. Le deuxième élément, c'est la fiabilité. C'est la capacité de la personne à tenir ses engagements. Et l'intimité, c'est la connaissance que l'on a de la personne. Plus le lien va être important, plus ce sera facile de lui faire confiance. Et ces trois éléments, ils vont être diminués par trois autres. Il va y avoir l'agenda personnel, il va y avoir les paris perdus et la peur des conséquences. L'agenda personnel, ça vient de l'anglais, c'est personal agenda. Ce sont tous les intérêts cachés que la personne va avoir dans la relation qu'elle a avec toi. Pour l'illustrer le plus simplement, c'est imagine un enfant qui vient te faire un câlin tout simplement parce qu'il a envie d'obtenir des bonbons ou de regarder la télé. Et dans le monde professionnel, ça existe aussi sous d'autres formes. Les paris perdus, alors là on rentre dans quelque chose d'extrêmement personnel, c'est toute notre historique vis-à-vis de la confiance et des trahisons que l'on a vécues et de la souffrance que ça nous a généré. Plus on a souffert à cause de ces trahisons et de cette confiance brisée, plus il nous sera difficile du coup de faire confiance aux autres. Et enfin le dernier élément, c'est la peur des conséquences. C'est-à-dire que si on fait confiance à quelqu'un, on espère qu'elle va réussir à remplir le contrat. Mais si elle échoue, il faut qu'on soit en capacité d'assumer la situation ou de rattraper le coup. C'est tous ces éléments qui font que j'aime bien dire que faire confiance à quelqu'un, c'est faire un pari. Et on ne fait pas confiance à quelqu'un en général, on lui fait confiance pour certaines tâches bien spécifiques et pour d'autres, absolument pas. Comment on va pouvoir faire évoluer ce niveau de confiance à la hausse? Eh bien, tout simplement en augmentant ce qui se trouve au numérateur et en venant diminuer ce qui se trouve au dénominateur. Pour augmenter la crédibilité, le mieux c'est encore les formations, l'accompagnement pour monter en compétences. Pour la fiabilité, ça c'est vraiment propre à la personne et lui faire du feedback sur ce point-là va être extrêmement important pour la sensibiliser sur le besoin de fiabilité que l'on va avoir. Et le niveau d'intimité, ça va être uniquement en passant du temps avec la personne, en discutant de choses et d'autres, y compris de ce qui n'a rien à voir avec le professionnel. Mais de connaître la personne va faciliter du coup les échanges et le niveau de confiance. Pour venir diminuer l'agenda personnel, le mieux est de poser les choses sur la table très clairement en demandant à la personne « mais quel est ton intérêt dans cette relation ?» Alors, le dire là comme ça une première fois, c'est un peu raide, mais dans la discussion, au fil du temps, d'aller chercher justement « mais qu'est-ce qui fait que l'on est en relation ensemble ?» Parce que toi aussi, tu as un agenda personnel peut-être vis-à-vis de cette personne. Pour le pari perdu et la peur des conséquences, là c'est vraiment lié à un travail personnel. C'est-à-dire que sur les paris perdus, cette douleur qui a été générée par les confiances qui ont été trahies, il va être important, si c'est vraiment bloquant pour toi dans ton quotidien pour faire confiance, d'aller le travailler. Quand je dis aller le travailler, ça peut être aller voir un thérapeute par exemple. Parce que sinon, ça risque d'être vraiment handicapant au quotidien en tant que manager si tu ne peux pas faire confiance aux membres de ton équipe. Et sur la peur des conséquences, là, il y a deux façons de faire. C'est soit tu penses avoir un plan B pour au cas où la personne te fait défaut, tu sais te retourner, ou alors tout simplement d'être prêt à assumer les conséquences vis-à-vis de ta hiérarchie ou des personnes qui sont concernées. Petite subtilité, je ne sais pas si tu as vu dans l'équation, mais sur le numérateur, c'est un signe multiplié qui est entre les différents éléments et c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que si la crédibilité, la fiabilité ou l'intimité est à 0, alors la confiance est de facto à 0. Pour illustrer ce point, imagine que tu as besoin de faire des travaux d'électricité chez toi et que tu me demandes de venir t'aider à faire ces travaux. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement fiable, donc si tu me dis d'être là, je serai là. D'un point de vue intimité, ça fait quelques vidéos que tu vois de moi, peut-être qu'on a échangé, donc déjà tu me connais un peu plus, donc peut-être que c'est ok pour toi. Par contre, d'un point de vue compétence, d'un point de vue crédibilité, mais je crame ta baraque. Je suis une quiche en électricité, jamais faut me laisser faire ça. Donc, faut pas me faire confiance sur ce sujet-là. A l'inverse, tu as peut-être dans ton entourage quelqu'un qui touche sa bille dans ce domaine-là et tu pourrais être tenté de lui demander. Par contre, tu sais qu'une fois sur deux, les engagements qu'il prend, il ne les tient pas.
Donc si tu es amené, toi, à bloquer ton week-end ou à poser un jour de congé pour faire ces travaux et que la personne ne vient pas, tu risques de l'avoir un petit peu de travers. Et si finalement tu décides de faire appel à un professionnel, donc tu sais qu'il va être compétent, tu sais qu'il va être fiable, parce que généralement, professionnellement, les gens, ils ont quand même intérêt à être présents, sinon ça leur pose quelques petits soucis. Mais si tu ne connais pas cette personne, que tu n'as pas vu d'avis la concernant ou quoi que ce soit, ça risque d'être compliqué de prime abord de leur faire confiance. Et les devis qui sont réalisés pour faire des travaux au-delà de l'aspect financier, c'est aussi un peu pour sentir la personne en face de soi et se dire, mais tiens, ça va le faire ou ça va pas le faire? Ce que je viens de t'expliquer sur la confiance, c'est valable dans le cadre professionnel, c'est aussi valable dans le cadre privé, donc garde bien ça en tête.